Bonsoir. J'ai fait la rencontre d'un personnage particulièrement intéressant, Colette Piat, et il est à mon avis important que vous aussi vous fassiez connaissance de cette personne. Ce soir, avec mon ami Johan Afriat, nous allons vous présenter Colette, mais elle est tellement riche de connaissances qu'une seule émission ne pourra pas englober tout ce qu'on doit vous présenter. Donc ce soir, nous allons nous orienter particulièrement sur le thème de Colette pendant la Seconde Guerre mondiale, mais par la suite, nous allons vous présenter le Phalène, qui est une magnifique péniche sur laquelle elle demeure, une péniche qui avait été occupée par les Allemands, qui avait été réquisitionnée par les Allemands, qui avait été coulée, puis renflouée, et Colette l'a réhabilitée. Il faut visiter cette péniche, qui est classée, je crois, un monument historique, non, Colette? Elle devrait. Elle devrait. On va essayer de se battre pour ça. On se battra pour le Phalène. Pour le Phalène. Et également Colette, qui était une avocate, donc il faut qu'on sache également un petit peu comment ça s'est passé. Donc dans une autre émission, Johan, on parlera de cet aspect. Je pense que tu seras aussi bien pour participer à l'interview de Colette sur cet aspect. Et puis il y a également Colette qui a quitté cette petite robe noire pour épouser plutôt une plume et nous proposé toute une série de romans, de pièces de théâtre. Et il y a également tous les combats de Colette aux côtés de Simone Veil également. Donc vraiment c'est une personne qui est très riche. Donc ce soir nous allons commencer par l'aspect Seconde Guerre mondiale, Johan. Je te laisserai mener le débat, les différents échanges. Merci Élise. Je commence par vous dire que je suis née avec ce qu'on appelle une cuillère d'argent dans la bouche, c'est-à-dire que mon père était médecin des hôpitaux, qu'il était agrégé de médecine, qu'il avait un train de vie de l'époque de l'avant-guerre, qui était une époque calme et heureuse, et que mon père était d'autant plus heureux de vivre en France que ses ancêtres, mes ancêtres, sont arrivés à Fontainebleau en 1790, c'est-à-dire au moment après la prise de la Bastille. 1790, voilà. Et un an avant que le roi Louis XVI et l'Assemblée nationale promulguent justement la citoyenneté française pour l'ensemble des Juifs. Et alors, dans la Première République. Voilà. Et alors, en 1791. Alors, ils formaient une petite... ils étaient à peu près 200 à Fontainebleau. Et ça appartient à l'histoire. Parce qu'il y avait dans ce petit... petite masse de juifs français, il y avait les Debré. Oui. Donc les ancêtres des Debré actuels. Exactement. Et il y avait aussi une famille qui s'appelait Veil et qui était porcelainier et qui sont les ancêtres d'un certain Marcel Proust. D'accord, oui, effectivement. Voilà, alors donc ils étaient là. L'auteur des fameuses Madeleines. Voilà. Donc il y avait les ancêtres de Marcel Proust, il y avait les Debré, et puis il y avait d'autres. Mais je suis née sous cette espèce de signe parce que mon père voulait faire l'agrégation d'histoire. Il a passé son temps à me parler de nos ancêtres qui n'étaient pas les Gaulois, mais qui étaient les Bellifontains juifs de l'époque de 1790. Et la première tentative qu'ils ont faite, c'est d'aller à Paris pour obtenir la citoyenneté française. Voilà. Mon arrière-grand-oncle a été tué à la bataille de Magenta. Oui, d'accord. Mon grand-père a combattu dans la guerre de 1870. Contre la Prusse. Un de mes oncles, ils étaient 4 fils, a été tué, il était agrégé de mathématiques, il a été tué à la guerre de 14, il est né, tué en 1916. La grande boucherie. Voilà, Robert Blum. Et mon père a combattu comme médecin dans les tranchées en 1916, il a attrapé la diphtérie, il a été rapatrié et ça lui a probablement sauvé la vie, je pense. Et son frère, Edgar, lui a combattu pendant 4 ans comme simple soldat dans les tranchées. Et il n'est pas mort, il a survécu, mais en 1941, il a été tabassé par les miliciens à Lyon et il a été envoyé à Buchenwald.
Voilà. Ça vous trace l'histoire de cette famille ô combien française, ô combien patriotique. Combien enracinée, voilà, vraiment, plus français, je pense que c'est difficile. Tout à fait. Voilà. Voilà, qui a donné son sang, qui a donné sa chair. Tout à fait. Mon père pour le drapeau. Oui, d'ailleurs, c'est connu. Il suffit de lire un peu l'époque comment dirais-je, des Juifs français au moment de l'affaire Dreyfus. Ils étaient effondrés parce qu'ils étaient profondément nationalistes, profondément français. Tout à fait. Voilà. C'est tout ce dont je peux déjà témoigner. Et c'est vous dire quelle a été la surprise de mon père. Quand la guerre a éclaté, et alors mon père était mobilisé. Et vous-même, vous rappelez-vous un peu le sentiment général et le sentiment familial dans les temps qui précèdent la déclaration de la guerre? Euphorique. Euphorique. Le bonheur. Était, enfin, vous savez, j'étais un enfant de 6 ans, 7 ans. Bon, avec des parents très tendres, avec des gouvernantes qui s'occupaient de moi. Quand je parle du cuillère d'argent dans la bouche, je veux dire que j'avais des parents adorables. Adorables. Fait, oui. Ils avaient les moyens de l'être, bien sûr. Bien sûr. Mais, et mon père m'a élevé, peut-être, je ne sais pas si c'était un tort, je crois qu'il m'a élevé un peu comme son fils. Il voulait faire l'agrégation d'histoire. Oui. Il n'a pas arrêté de me parler d'histoire. Il vous a transmis en tout cas ce goût de l'histoire qu'on retrouve à travers vos nombreux ouvrages. Et les 4 fils Blum, les 4 frères Blum, étaient tous les meilleurs élèves au lycée Charlemagne. Ils avaient des prix d'excellence d'un peu tout. Et d'ailleurs, encore dans ma bibliothèque, je garde avec amour et respect les livres formidables qu'on donnait à l'époque comme livres aux élèves. Donc j'étais au lycée Carnot, et puis après mes parents m'avaient placé dans un collège sportif, le collège Bouffémont, en se disant elle va apprendre le matin et l'après-midi faire du sport. C'est ce que j'ai fait. Et je trouve que finalement c'est... On voit le résultat, vous êtes bien conservé. Oui. Alors j'ai appris à tout, le hockey sur gazon, la natation, tous les sports l'après-midi. Je trouve que c'était une assez bonne formule. Tout à fait. Voilà. Et donc, oui, l'état d'esprit au niveau de ce que vous avez pu percevoir et sentir dans votre famille, dans les quartiers que vous fréquentiez, quand la guerre arrivé à éclater, vous parliez de euphorie. C'est-à-dire qu'on voyait quand même au cinéma, puisqu'il n'y avait pas la télévision, on voyait Hitler. Et ça, c'était la peur immédiate. Quand Hitler hurlait et levait la main, Heil, Heil, et qu'il y avait cette masse de Berlinois ou d'Autrichiens qui l'acclamaient, oui, on a commencé à avoir vraiment peur. Voilà. Et donc vous sentiez que le fait que la France entre en guerre contre l'Allemagne était une forme de menace, peut-être aussi de libération pour l'Europe, un pays comme la France, héritier des Lumières, allait se battre contre un empire qui promeut la barbarie. Vous aviez une vision peut-être un peu salvatrice aussi de cette guerre. La peur, parce que mais de la peur aussi. J'avais entendu parler de la guerre de 14. Je me suis dit, si c'est pour faire un nouveau Verdun, c'est affreux. Moi, la notion de guerre me faisait vraiment peur. Je n'étais pas fière que la France entre en guerre. Il y avait l'euphorie et la boule au ventre quand même. Concernée, oui, effrayée. Et je crois que j'avais raison. Alors vous avez vu votre père porter l'étoile de David? Bien entendu. C'est-à-dire que les premiers temps, vous avez vu la défaite aussi, vous avez peut-être vu les soldats français en déroute. Non, d'abord on est parti en voiture parce qu'on savait que les Allemands allaient approcher de Paris. D'accord. On est donc parti en Citroën, ma soeur conduisait, on est parti, et puis on s'est arrêté au bout de 60 km parce qu'on n'avait plus d'essence. C'était la grande déroute. C'était la grande déroute, on a fait demi-tour. Et on est arrivé à Paris, et là, c'était absolument désertique, mais il y avait des panneaux, il y avait marqué interdit aux juifs et aux cochons.
Ça a été ma première impression. Et quand je suis passée... Justement, dans votre enfance, vous aviez conscience de votre identité juive ou quand est-ce que vous l'avez vraiment réalisé? Non, ça a votre été... famille, vos parents. L'avant-guerre, pratiquement pas. Vous faisiez les fêtes Non. Alors, il faut dire que, Colette, sauf erreur de ma part, votre père était juif et votre mère était convertie. Ma mère était convertie, oui. Alors, la famille de ma mère était à Levallois, et c'était des gens adorables. Levallois n'était pas ce qu'il est devenu, c'était une petite ville d'employés, de bureaux. Mon grand-père, était conseiller municipal à Levallois, et il avait un grand ami qui s'appelait Jean Eiffel. Oui. Et qu'il avait emmené pour visiter la tour Eiffel. Et ma mère m'avait raconté, elle m'avait dit, Monsieur Eiffel m'a pris dans les bras et j'ai touché le drapeau. Voilà. Alors, pour moi, c'était un peu, si vous voulez, un conte de fées. Mes parents étaient adorables, étaient gentils. Ma mère, bien sûr, était beaucoup plus modeste d'origine, mais c'était une femme belle et intelligente. Elle a épousé l'homme qu'elle aimait. C'était un couple formidable. Vraiment. Et je crois que je pense que ma mère a aidé mon père à survivre, que c'est peut-être grâce à lui qu'elle a survécu, et moi certainement elle est à l'origine du fait que je n'ai pas été déportée. Racontez-nous un petit peu qu'est-ce qui s'est justement, passé exactement. Une fois qu'il y a eu la défaite... Oui, alors je vous ajoute tout de suite qu'en arrivant devant la place de la Concorde, sur tous les pans des palais, il y avait des drapeaux hitlériens. Donc, et ça, moi je ne peux pas voir de dès drapeau. juin 1940, vous vous rappelez? Ah ben oui. Interdit aux juifs et aux cochons, déjà c'est une bonne carte de visite. D'accord. Avant même qu'il y ait la loi sur le statut des juifs... Non, mais on savait que ça allait arriver. D'ailleurs, ça n'a pas été des lois. Au début, c'était des ordonnances des troupes allemandes, des autorités allemandes, nazies. Et alors, mais ces drapeaux croix gammée, et en rouge et en noir, ça a été vraiment, ça m'a frappé, c'est épouvantable. Visuellement, et vous rappeliez aussi des soldats allemands dans Paris Ah oui, oui. Quand on croisait des Allemands, on détournait la tête. Et alors ce que j'ai vu aussi, ce que je garde de souvenir, c'est les défilés. Ils chantaient Hi, hey, hi, ho, hey, ho. Hi, hey, hi, ho, hey, ho. Hi ho, hi ho, hi ho, la 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 la. Alors ça, avoir vu le défilé des troupes allemandes dans Paris chantant ça, je n'oublierai jamais. Pourquoi n'avez-vous pas été déporté? Alors je n'ai pas été déportée parce que normalement la loi allemande prévoyait qu'était juif celui qui avait plus de 2 grands-parents juifs, ce qui était mon cas. Je n'avais que 2 grands-parents juifs. Oui. Donc, j'étais en principe considérée comme non-juive, entre guillemets. Non. Mais Pétain, le gouvernement de Vichy, a surfé, a augmenté les exigences de la loi. C'est-à-dire qu'il a dit, sera considéré comme juif celui qui n'a que 2 grands-parents juifs, mais ne pourra pas dire qu'il a été baptisé avant juin 1940. C'est-à-dire qu'il fallait en plus l'acte de baptême, que je n'avais pas été, bien entendu, je n'ai pas été baptisée. Alors par conséquent, j'étais juive. Alors ma pauvre mère est allée à la préfecture de police avec ce qui devait être ma carte d'identité, et la femme, l'employée française, qui était derrière le guichet, elle lui a dit, Madame, je suis désolée, mais votre fille est juive. Je n'avais pas d'acte de baptême avant juin 40. Alors, et elle a mis juif, elle a mis le tampon juif. Et ma mère, qui était auvergnate et qui était, disons, une grande gueule, un peu comme moi. Qui vous l'a transmis. Alors, elle a dit à l'employé, vous êtes contente de ce que vous avez fait? Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait pour cet enfant? Elle ne pourra plus sortir, elle ne pourra plus aller dans les parcs. Et encore, ma mère ne savait pas à ce moment-là ce qui attendait les enfants. D'accord. Et enfin, elle lui a passé un savon.
Et finalement, la femme a hésité, elle a refait la carte, et elle a fait une carte où il n'y avait pas le tampon juif. Et par là, elle m'a sauvée. D'accord. Voilà. C'était de sa propre initiative. Oh, elle était formidable. Et il n'y a pas de jour où je ne pense à ma mère en me disant, c'était une femme formidable. Comment s'appelait votre mère? Elle s'appelait Missonnier, Hélène Missonnier, elle était de Levallois. Et voilà, je suis émue quand je pense à elle, parce que c'est à l'époque, les parce qu'elle a ouvert sa... Elle a ouvert sa bouche, sa gueule, que vous êtes en vie. Et puis elle a eu cette réaction intelligente. D'une mère juive, mais d'une mère, point. À quel moment et dans quel contexte vous avez eu connaissance de la politique d'extermination massive et systématique des Juifs par l'Allemagne? Je pense que je ne l'ai appris qu'après la guerre. Par les films, par la presse, par ce qu'on me racontait. Et je pense que si je l'avais su pendant l'occupation, je crois que nous aurions été terrorisés et nous aurions peut-être cherché à nous enfuir, à franchir une frontière. Là, on était en quelque sorte un peu endormis, on ne savait pas. On tremblait évidemment devant la possibilité d'être arrêté. Vous entendiez quand même que Hitler parlait d'extermination? Oui, mais vous savez, on l'entendait, mais on n'imaginait pas, on n'osait pas imaginer qu'il y avait des camps d'extermination. D'ailleurs, il y a encore maintenant des gens qui les mettent en doute, hélas. Mais je crois que ni mes parents, ni moi, ni ma soeur, nous avions vraiment une connaissance complète des horreurs qui se produisaient. Voilà. D'accord. Donc c'est après la guerre. Vous rappelez-vous vraiment la première fois que vous en avez entendu parler? Je pense par la presse. Et en quelle année Non, ça devait être tout de suite dès la fin de la guerre. Dès la fin de la guerre. Oui, par la presse, on lisait la presse. La presse française parlait déjà. La presse française s'est mise à en parler de plus en plus. Bon, puis il y a eu... C'est une époque qui a été... aussi qui n'était pas très sympathique, à mon avis. C'est une période sombre. À la fois gaie, parce que c'était la victoire, qu'il y avait les soldats anglais, les soldats américains, les soldats français. C'était la victoire, donc on était heureux. On les recevait à dîner. Vous avez reçu des soldats naturellement. Alliés, anglais, américains? Oui, et des Tunisiens, et des Algériens. Mais bien sûr. Très bien. Vous avez reçu des soldats des colonies et des protectorats français Mais bien sûr, mais c'était battu. Il y en a qui se sont fait tuer. Exact, ils étaient très audacieux, souvent en première ligne. On disait aux familles françaises, invitez-les. Alors on les invitait. Voilà. Et c'était très sympathique. Il y a eu des balles avec des jeunes. On a dansé avec des soldats américains. On a appris. Moi, j'ai énormément dansé à l'époque. Le jazz, le rock. Je ne sais pas si le rock déjà. Je crois pas. J'adore danser. Et j'adore le jazz. Bon, on a dansé frénétiquement avec les militaires. Les Américains organisaient des balles très convenables. Très convenables. Surtout les Américains organisaient des balles, et alors on dansait sur des musiques qui nous avaient beaucoup manqué. Voilà. C'était la fête tout d'un coup de la musique. Bon, puis après en même temps on a assisté à quelque chose qui était, alors là, déplaisant, c'était le règlement de compte. Et des épurations? Oui. Oui. Je ne veux pas m'étendre sur l'épuration parce que je n'en ai en fait rien connu. Je n'étais pas au barreau, j'étais écolière, donc je ne savais pas. Mais je crois que là, il y a eu des choses terribles. Il y a eu des quasi-innocents qui ont été accusés par des voisins qui étaient leurs ennemis et qui ont été, à mon avis, peut-être exécutés à tort. Il y a eu des injustices, il y a eu des juridictions particulières, mais qui étaient d'ailleurs quelquefois les mêmes que celles qui jugeaient les résistants. C'est quand même un peu étonnant. Ah oui, d'accord. Effectivement, voilà. Drôle de confusion des gens.
il y a eu un peu n'importe qui, n'importe quoi. Et je peux vous dire un détail visuel qui m'est resté, et que j'ai retrouvé d'ailleurs dans un film. J'habitais au Batignolles, j'habitais Square de Bussy, et on avait une vue sur la rue Legendre. Et j'ai vu passer les femmes qui étaient, je pense, des prostituées, ou des femmes qui avaient eu un ami allemand, auquel on avait rasé la tête. Oui. Et elles les femmes tondues, les fameuses. Voilà. Elles défilaient, et moi j'étais au fond qu'une fillette, j'ai été scandalisée. Je me suis dit, voilà la haine. Pourquoi ces femmes étaient prostituées? Bon, elles se sont laissées aller, ça peut être d'ailleurs par intérêt ou par amour, ça a eu des cas. Et vous, même en tant qu'enfant juif pendant l'occupation, vous n'avez pas eu de haine à l'égard de ces femmes et de leur humiliation Ah non, mais non, en tant que française, en plus. La haine n'est pas ma qualité préférée. D'accord. Non, non, le contre les prostituées, non. Peut-être un peu de mépris pour certaines femmes qui s'affichaient et qui étaient, à mon avis, somptueusement entretenues par des maréchaux et des généraux allemands que je connaissais bien. Là, je me disais vraiment, ce sont des salopes, elles vont avec ces types qui sont des horribles voyous. Là oui. Mais bon, prostituée, ce que vous voulez, elle continue, elle fait son métier. Voilà. Bon, et puis, surtout, je pense qu'il y a eu beaucoup d'hommes qui... Vous savez, il y a des gens qui ont des mauvais instincts et qui profitent d'un mouvement comme celui-là pour accomplir des actes qui ne sont pas révolutionnaires, mais qui sont tout simplement des actes méprisables et méprisés. Tondre une femme, c'est quand même pas terrible. Qu'est-ce qu'ils savent finalement d'elle? J'ai trouvé ça terrible. Et il y avait un film à un moment donné, justement, où on voyait un vieil antisémite, je ne me souviens plus du nom de ce film, un vieil antisémite qui avait caché un petit garçon juif chez lui, et qui voit les femmes tondues, et qui dit, tu vois, le mal continue. Voilà. Alors là, il y a eu vraiment des règlements de compte, exactement comme pour l'histoire des viols, il y a certainement des gens qui ont été accusés à tort. Il y a eu, à mon avis, des soldats allemands isolés qui ont été liquidés ou battus, et qui étaient isolés, et qui étaient soldats allemands simples. Il y a eu, à l'endroit où j'habitais, il y a eu un tank qui a tiré sur la place Prosper Goubot, qui tirait de tous les côtés à la fois. Il y a eu d'ailleurs une femme qui a été la tête tranchée et qui allait simplement chercher son pain. Ça a duré pendant une semaine, la bataille de Paris. Bon. Alors, mais je pense que cet homme qui était tout seul, isolé dans son tank, il a dû passer un sale moment quand le tank a été pris. Tout à fait. Là, le côté règlement de compte me fait toujours un peu peur. C'est là, c'est vrai que c'est choquant, mais il y a aussi un côté, on va dire, retour de bâton, et même si c'est choquant, c'est aussi humain de peut-être vouloir justement régler ses comptes avec la personne avec ceux qui incarnent ceux qui vous ont fait le plus souffrir. Et ce côté vengeur, pour vous, comment la vengeance pour vous, ça n'est pas justifié. C'est pas ça. C'était pas ça. Non, pour moi, ce qui était, j'aime pas beaucoup le mot vengeance. Je pense plutôt au mot punition. La punition devait s'appliquer à tous ceux qui avaient collaboré. Collaboré à ces actes absolument ignobles, les arrestations, les déportations, enfin, alors à ce moment-là, les conducteurs de bus, les policiers, parce que quand on est venu arrêter mon père, c'était qui? C'était des policiers français. Les policiers français qui venaient. Bon, alors il y a eu pour vous, la vengeance ne s'est exercée que contre des petites gens, peut-être, Oui, le voisin du dessus, vous l'avez vu, il avait un copain allemand, il n'était pas très clair, etc. C'est quelquefois hasardeux, hein. J'ai toujours peur de la justice populaire.
D'accord. La justice tout court, faite par des professionnels, est déjà sujette à caution. Alors la populaire, c'est n'importe quoi. Et sinon, Colette, à quel moment avez-vous décidé de changer votre identité? Lorsque vous avez découvert ces horreurs de la guerre, vous avez eu envie de changer? Non, c'est parce que j'en avais assez, parce que j'ai lu la presse de l'époque, j'ai lu Gringoire, j'ai lu toutes ces horribles... Et puis, je suis partout. Je suis partout. Mais attendez, il y a eu une exposition du juif. Alors avec le nez busqué, le faciès du juif, les caractéristiques physiologiques du juif. Oui. Vous avez entendu parler, vous l'avez peut-être... J'ai vu l'affiche. Vous avez vu l'affiche. Il y avait un musée, je suis quelle année? Ça devait être 41-42. Oui. Pendant la guerre. Enfin, oui. Il y a eu une véritable campagne. Mais j'ai déjà vu des affiches de cette exposition. Une campagne pour le public, pour lui apprendre à repérer les juifs. Alors, à mon avis, il y avait des gens qui étaient juifs qui n'avaient absolument pas ce physique-là. Et c'est à ce moment-là que, comme j'avais effectivement le nez busqué, mon père me disait: tu as le nez de Louis XIV. Enfin, je ne sais pas si c'était Louis XIV, mais j'avais peur. J'avais peur, je rasais les murs. Alors oui, aussi, la guerre était finie, mais j'ai voulu tout de suite me faire opérer. Et ils se sont repris à 3 fois, j'ai été opéré 3 fois du nez. Et j'ai un petit nez, alors là maintenant formidable. Mais où avez-vous acheté votre nez, ma chère? Et après la guerre, il y a eu un long combat aussi pour la reconnaissance du génocide et de la collaboration qui a été faite en France aussi. Oui. Pouvez-vous nous en dire quelques mots et de comment ce combat s'est mené pour la reconnaissance aussi de la responsabilité des autorités françaises de l'époque? Moi j'ai suivi d'autant plus que j'ai commencé mes études d'avocat un peu plus tard. Bon, et j'ai assisté au reste des procès. Il y a eu des procès de résistants qui ont été poursuivis pour trahison. Ah, ça on en parle rarement d'ailleurs. Ouais, on parle des procès qui ont été faits pour les collaborateurs. Mais les procès de résistants pour trahison, c'est quelque chose qui effectivement... Et ça existait. Ça existait, en effet. Moi, je me souviens, j'étais collaboratrice d'un avocat qui s'appelait Michel Boitard, et qui a eu beaucoup de procès de résistants parce qu'il connaissait des procès. Et il y a eu certainement... Mais, quelles affaires? Maintenant, je ne me souviens plus des noms, mais... Le problème, c'était jamais très très certain parce que vous avez eu des résistants qui ont été arrêtés et qui ont été torturés. Et au cours de leur torture, ils ont donné des noms. Alors oui, c'est pas bien. Mais qu'est-ce qu'on aurait fait si on était torturé? Effectivement. Vous comprenez, c'était... il y a des gens comme ça qui ont été ensuite poursuivis pour trahison. Oui. Et qui faisaient partie de réseaux. Je me suis notamment, mon patron défendait le réseau Alliance. Et il y a eu des martyrs. Il y a eu des martyrs. Il y a eu Jean Moulin a été un martyr, mais on pense qu'il y a eu beaucoup d'arrestations à la suite de trahison. Alors, mais il y a peut-être des choses qui n'ont jamais été punies, qu'on ignore. C'est vrai qu'aussi, d'un point de vue juridique, il y a quelque chose qui m'a toujours frappé, qui est que la France n'a pas réellement fait un véritable travail de nettoyage de son administration, et les procès pour actes de collaboration ont été assez, disons sur une période assez courte, puisqu'il y a eu les lois notamment de 1951 et de 1953 pour amnistier les crimes de collaboration. Mais alors, je crois qu'il y a eu aussi, je pense de la part du gouvernement, ils voulaient baisser le rideau. Tout à fait. Au nom de l'unité nationale, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, d'un point de vue
morale, peut-être. Je vais vous citer un cas et vous allez me répondre, parce que moi je ne pense plus rien, je ne sais pas quoi penser. Je pense que les gens qui ont une opinion tranchée, je les admire parce que moi je ne peux pas. Vous avez entendu parler de l'affaire d'Oradour-sur-Glane? Oui, effectivement. Donc, qui a été commis par des soldats qui étaient d'ailleurs alsaciens. Voilà, alors, Oradour-sur-Glane, j'étais au palais quand on a jugé l'affaire. Bon, ce sont des Français d'ailleurs. Il y avait des Allemands, enfin, des Allemands, des nazis qui ont enfermé des femmes, des enfants, des vieillards dans une église à Oradour-sur-Glane. Ils ont mis le feu. Tout à fait. Bon, et il y avait des bébés, des nourrissons. Voilà, bon, ça a été jugé et il se trouve que j'étais avocat. Bon, et j'ai dit qu'est-ce que ça devient? Ah mais vous n'êtes pas au courant? Ah ben c'est terminé. Tout à fait. Terminé comment? Eh bien, ça s'est terminé par un non-lieu général. Enfin, l'affaire, s'il n'y a pas eu de non-lieu, l'affaire a été enterrée. Voilà. Et pourquoi? Parce que la moitié de la troupe qui avait participé à ce crime était composée d'Alsaciens. Français, donc. Effectivement. Enfin, en tout cas, au regard de la loi. Ils avaient été mobilisés par l'Allemagne. Ils n'étaient pas volontaires. Ils étaient ce qu'on appelle des malgré nous. Tout à fait. Alors, bon... mais il n'empêche que c'est un crime de guerre. Voilà. Non. Alors, moi, quand on me demande ce que j'en pense, je dis je n'en pense rien. Et je sais que plusieurs fois, j'ai discuté avec des dames bourgeoises qui étaient très contentes d'elles-mêmes et de ce qu'elles pensaient. Il y en avait une à laquelle je parlais d'un de mes amis, car j'ai un ami sur lequel je me suis penchée. Il est en prison depuis 8 ans et il n'a pas fini. Je pense qu'il y sera encore d'ici quelques années. Il est poursuivi pour avoir eu des relations sexuelles avec une petite jeune fille de 15 ans, sans viol. Et j'ai dit, il a attrapé 11 ans, je trouve que c'est beaucoup. Et alors les femmes m'ont dit, mais vraiment, vous exagérez, cet enfant est perturbé. J'ai dit, d'abord, ce n'est pas sûr, il le nie. Et ensuite, je trouve que 11 ans, c'est trop pour quand il n'y a pas eu viol. En plus, il dit qu'il est innocent. Je ne suis pas d'accord. Alors, elle me dit, mais il y a des choses plus tard. À ce moment-là, j'ai parlé d'Oradour. Et j'ai dit, ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et l'une de ces dames m'a répondu, ah oui, mais c'est la guerre, alors dans ce cas-là, tout est normal. Ah bon? J'ai dit, vous trouvez normal d'enfermer des femmes, des enfants et des vieillards dans une église et de mettre le feu? Vous trouvez ça normal? Ben, elle me dit, vous qui voulez, pendant la guerre, ça peut arriver. Ah bon, très bien, au revoir madame. Je ne reprendrai pas rapidement la conversation avec cette dame. C'est toute la question de savoir si la fin justifie toujours les moyens. Et est-ce que vraiment il y a une fin à exterminer aussi, une fin qui peut être légitime ou pas, sur l'extermination d'enfants, de femmes, de civils. Là-dessus, il faut savoir que la guerre, eh bien, c'est vrai que c'est atroce, mais ça doit d'abord, il faut rester humain pendant la guerre. Autant que faire se peut. On ne peut pas. Regardez actuellement la Syrie, regardez ce qui se passe. Partout il y a la guerre, on bombarde. La Corée. Moi je suis très pessimiste sur la nature humaine. Et c'est qui ce personnage dont vous m'aviez parlé qui au cours de son... qui avait essayé de... qui s'était suicidé et le général de Gaulle a demandé qu'on le réanime pour l'exécuter? Laval. Pierre Laval. Oui, ça c'est quand j'ai fait mon émission. Quand j'ai écrit mon livre Une robe noire accuse, que je suis passée avec Pivot, et j'avais des adversaires, si j'ose dire, des confrères qui avaient écrit eux-mêmes des livres. Et il y avait Tixier Vignancourt. Et Tixier Vignancourt était vraiment ce qu'on peut appeler un collaborateur. Et il avait plaidé pour Pétain, ou pour Laval. Je lui ai demandé, qu'est-ce que vous pensez de la peine de mort? Il m'a répondu, oh ben, je suppose, vous savez bien. J'ai dit, oui, je sais. Et qu'est-ce que vous pensez de l'exécution de Pierre Laval? Il dit, enfin, c'est une question ridicule. Ah, j'ai dit, non, c'est pas une question ridicule. J'ai dit, parce que
Laval, en voulant échapper à l'exécution, a essayé de se suicider. Et De Gaulle a donné l'ordre de le ranimer malgré tout pour l'exécuter. C'est tout, je voulais savoir ce que vous en pensiez.